Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau 20h BFM. À la une ce soir, c'est 35 minutes de terreur sur l'île d'Oléron. Un automobiliste percute volontairement des passants avant de crier Allahu Akbar. Alcool, drogue, radicalisation présumée. Quel est le profil de cet homme? Pour l'instant, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'enquête. Le ministre de l'Intérieur était sur place pour un premier bilan. Il a percuté des personnes et nous avons 2 personnes qui sont gravement blessées en urgence absolue et 3 personnes en urgence relative. La polémique n'en finit plus. Le géant de l'ultra fast fashion Shein sera-t-il bientôt interdit en France? Le gouvernement engage une procédure de suspension de la plateforme le jour de son arrivée au BHV à Paris. Après la découverte de poupées sexuelles pédopornographiques puis d'armes interdites en vente libre, le gouvernement passe à l'offensive. La France a-t-elle les moyens de réguler ce Far West numérique? Réponse avec l'ancienne ministre Clara Chapaz. Et puis, c'était leur cri de ralliement. Aujourd'hui, touche pas à ma vape. La taxe sur le vapotage en débat à l'Assemblée agite les consommateurs et ulcère les vendeurs de cigarettes électroniques. Selon la filière, 20 000 emplois sont en danger. Aujourd'hui, à Aix, à Strasbourg ou à Lille, on manifestait contre cet article du projet de loi de finances et BFM était dans les cortèges. Et comme tous les soirs, eh bien, on retrouve les éditorialistes du 20h BFM, à savoir Yves Tréhard pour la politique. Bonsoir Yves. Abel Hirosic pour l'économie. Bonsoir. Et Elsa Vidal pour l'international. Quels sont vos choix ce soir, Yves? Vous savez, on va parler d'impôts. Et quand on parle d'impôts en France, c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol fiscal. Spontanément. Et ce sondage que vous allez nous dévoiler et un sondage à 20h30 pour BFM TV. Et avec vous, Amélie, on va parler bagnole. Et oui, avec un ras-le-bol aussi, celui des patrons de l'industrie automobile. L'industrie va mal. Résultat, la fin des véhicules thermiques neufs en 2035 en Europe, pour eux, c'est tout bonnement intenable. Elsa, un nouveau visage qui fait couler déjà beaucoup d'encre. Oui, on va parler bien sûr de l'élection du nouveau maire de New York, Mamdani, mais aussi d'autres surprises électorales qui sont autant de revers pour Donald Trump. Et bien voilà, vous avez le programme, le 20h BFM, c'est parti. Il était un peu moins de 9h ce matin sur l'île d'Oléron quand un automobiliste s'est lancé dans un périple sanglant. Pendant 35 minutes, il a renversé volontairement des passants. 5 blessés, dont 2 sont encore en urgence absolue. Le conducteur a ensuite incendié sa voiture avant de crier Allahu Akbar. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. On fait le point sur l'enquête avec Fanny Regnault, Will Tolstanik et Vincent Hénin. C'est avec ce véhicule que le suspect a percuté ses victimes. Il l'a lui-même incendié, le pare-choc est arraché. 8h40 ce matin, une voiture circule entre les villages de Dolusse-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron. À plusieurs reprises, le conducteur fauche volontairement des piétons et des cyclistes, 5 personnes en tout. Un homme de 69 ans à vélo et une jeune femme de 22 ans qui faisait son jogging sont dans un état grave. Cette personne qui ne bougeait pas, tout d'un coup, a commencé un petit peu à bouger. On était 2. On a compris que cette personne était encore vivante et on a rappelé pour dire au secours de se dépêcher. Les 2 blessés graves ont été transportés par hélicoptère médicalisé au CHU de Poitiers et de La Rochelle. Le suspect est interpellé peu après les faits dans le village de Saint-Pierre-d'Oléron. Il ne s'est pas laissé faire, il a mis le feu à son véhicule dans lequel, tout ça l'enquête le confirmera, il y aurait pu avoir une ou plusieurs bouteilles de gaz. Les gendarmes intervenants de la brigade de Saint-Pierre-d'Oléron ont dû faire usage de la force et notamment utiliser un pistolet à impulsion électrique. Au moment de son interpellation, l'individu a crié Allahu Akbar. Le suspect est âgé de 35 ans, il est pêcheur et vit dans un mobil-home sur l'île d'Oléron. Il est déjà connu des services de police pour des délits de droit commun et conduite sous l'empire de l'alcool. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Des perquisitions au domicile du suspect ont lieu. Le parquet national antiterroriste est actuellement en observation. Et ce soir, nous allons faire le point sur l'enquête qui est en cours avec vous, colonel Bruno Quézac. Bonsoir, colonel. Merci d'être avec nous. Ancien commandant de la section de recherche de gendarmerie de Nancy. Dominique Rizet, consultant pour BFM TV. Alors, on va faire le point sur l'enquête, je le disais, puisque des investigations sont en cours sur sa téléphonie, sur la voiture, énormément de choses. Mais je voudrais d'abord qu'on aille faire un tour sur l'île d'Oléron, où on imagine qu'il y a une émotion intense sur ce tout petit territoire. On va retrouver Théo Bassili avec Margot Vizade. Théo, bonsoir. Faites-nous le portrait de cet homme. Je crois que des perquisitions sont en cours actuellement.
Exactement, on se trouve ici à proximité du domicile du suspect, un mobil-home où il vivait seul et où il y a encore quelques instants de nombreux gendarmes étaient présents. Il reste encore quelques personnes, notamment de la police scientifique, qui nous ont même adressé une phrase il y a quelques secondes. Il nous reste encore quelques photos à faire et puis nous partons. L'objectif, vous l'imaginez, récupérer, identifier tout ce qui pourrait faire avancer cette enquête. Et à l'heure où je vous parle, rien ne ressort de cette perquisition. En revanche, de notre côté, nous avons tenté de comprendre qui est cet homme, ce suspect de 35 ans. Et lorsque nous avons échangé avec des connaissances, des voisins, je cite, ils nous parlent, ce sont leurs mots, d'un homme très discret, solitaire, isolé, mais qui venait souvent nous rendre des services. Il pouvait par exemple se proposer à ses voisins pour tondre leur pelouse. Si on pouvait résumer ici tout ce qu'ils nous disent, notamment ses connaissances, ce serait avec cette phrase du maire de Doluce-d'Oléron, je cite, personne, je dis bien personne, ne pouvait imaginer qu'il s'agirait de quelqu'un qui pourrait réaliser un tel acte. Aucun signe ne permettait d'imaginer ça. Il parle aussi d'un homme qui serait donc un pêcheur, une activité qu'il partagerait avec son père. Dernière information que l'on peut vous donner, il s'agit donc d'un homme de nationalité française, d'origine caucasienne. Il était connu des services de police, notamment pour vol et conduite sous l'empire d'alcool. En revanche, il était inconnu des services de renseignement et il n'était pas donc fiché S selon le ministre de l'Intérieur. Merci Théo Bassilina, accompagné de Margot Vizadeh. Dominique, très intéressant effectivement de voir les premiers éléments qui ressortent de cette enquête, ce profil qui n'est pas celui d'un terroriste présumé qu'on pouvait attendre. Alors absolument, et avant de vous répondre, je voudrais quand même préciser quelque chose parce qu'on nous dit depuis ce matin caucasien. Alors c'est pas quelqu'un qui vient du Caucase. Vous savez quand quelqu'un est interpellé, alors pardon, ça se fait un peu moins maintenant, mais le colonel va le dire bien mieux que moi. Il est interpellé et on dit sur les ondes type NA. Type NA, ça veut dire nord-africain. Voilà. Type africain, c'est un noir. Caucasien, c'est un blanc. Ça peut être un anglais, ça peut être un espagnol, un français, un caucasien, c'est un blanc. Voilà. Donc, effectivement, on parle d'un profil plutôt marginal, pêcheur, qui vivait dans un mobil-home, qui aurait pu peut-être se radicaliser. Vous dites, en tout cas, c'est un profil surprenant pour un homme qui crie à la Wakbar. Moi, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué que cet homme, pêcheur, fils de pêcheur, qui vit dans un mobil-home, qui consomme beaucoup d'alcool, vraiment beaucoup, puisqu'il a des problèmes avec les gendarmes, il se fait arrêter alcoolisé au volant, il conduit sans permis, il se fait retirer son permis, qui consomme de la drogue, et visiblement, là encore, beaucoup de drogue, et pas que des drogues douces. C'est tellement pas un profil attendu de quelqu'un qui va se radicaliser. Voilà. Donc moi, jusqu'ici, je veux quand même rester extrêmement prudent. On va voir demain ce que va nous dire le... Alors justement, puisque le procureur devrait prendre la parole demain, colonel, des investigations sont en cours. Comment est-ce que justement la gendarmerie procède à ce moment-là? Qu'est-ce qui est analysé? Il y a deux axes d'enquête dans ce type de situation. On travaille d'abord sur l'individu, pour comprendre comment il fonctionne, quel est son environnement, sa famille. Vous essayez de le faire parler à ce moment-là? Pas forcément tout de suite. On essaye d'abord de le comprendre, de le mettre en confiance aussi un petit peu, pour essayer de l'amener à s'ouvrir un petit peu, parce que j'ai cru comprendre que le début de la garde à vue, c'était surtout révélé très silencieux de sa part. Un taiseux, oui. Et de l'autre côté, on essaye, d'ailleurs vous avez vu tous les véhicules de la gendarmerie scientifique qui ont été déployés, avec les techniciens d'identification criminelle, de collecter un maximum de traces et d'indices de toute nature, donc traces physiques, traces numériques, qui pourront être exploitées et qui viendront compléter le travail d'environnement qui est fait sur l'individu. C'est cet ensemble qui va après permettre de comprendre le scénario tel qu'il a été jusqu'à nouvel ordre mis à jour dans son périple d'une bonne trentaine de minutes de ce matin, et d'essayer de comprendre la philosophie, mais enfin, dans quelle configuration intellectuelle ce garçon se trouvait ce matin pour se livrer à des actes qui dépassent l'entendement.